Imagine une silhouette qui ne mendie pas la lumière, elle la découpe. Dans un backstage saturé de néons et de chuchotements, Nina Marker avance comme si l'air lui appartenait. Menton levé, regard d'acier, une ligne droite qui traverse le tumulte sans jamais trembler. Pas de sourire pour amadouer, pas de geste superflu. Sa beauté est un seuil et son walk une lame. On l'appelle froide. En réalité, elle est précise, chirurgicale, réglée au millimètre. Chaque pas est une mesure, chaque arrêt une note tenue jusqu'au silence. Paris, hiver. La salle encore tiède de projecteurs, les flashs qui crépitent dans les couloirs, les silhouettes pressées qui se retournent juste assez tard pour n'apercevoir d'elle qu'un profil. Et pourtant, c'est ce profil que l'on retient. À l'instant où elle fend la passerelle, la mode cesse de bavarder, elle écoute. Il y a, chez Nina, cette impression rare d'une force magnétique qui refuse l'excès, d'un mystère sans grimace, d'une détermination qu'on ne peut ni acheter ni répéter. On croit l'avoir comprise, une fille froide de plus, calibrée pour la saison. Puis un détail fissure le cliché, la manière dont elle respire avant le premier pas, le léger report du poids sur le pied d'appui, la cassure calculée de la hanche. Ce n'est plus un défilé, c'est une thèse sur la maîtrise. Et dans la nuit brillante de Paris, on sait déjà que la saison va retenir son nom. Nina Marker n'a pas grandi dans un décor de vitrines illuminées ou de podiums dorés. Son histoire commence loin des avenues du luxe, dans une petite ville française où le ciel semblait souvent plus lourd que lumineux et où les rêves, pour beaucoup, se limitaient à trouver un travail stable et à rentrer à l'heure pour le dîner. Fille unique d'une famille ouvrière, elle a grandi dans un appartement modeste, bercé par le bruit régulier des trains au loin et l'odeur persistante de café noir que sa mère préparait chaque matin avant de partir travailler. Son père, mécanicien passionné, passait ses soirées à réparer des moteurs dans le garage familial, les mains tachées d'huile et les yeux pleins de patience. Sa mère, employée dans une boulangerie, était la première à se lever et la dernière à se coucher, toujours attentive à ce que rien ne manque à la maison. L'argent n'a jamais coulé à flot, mais l'éducation reçue était stricte, fondée sur la valeur du travail et la discrétion. Dans cette atmosphère, Nina a appris très tôt à observer plutôt qu'à parler, à écouter les silences et à lire les gestes, développant cette froideur apparente qui deviendrait plus tard sa signature. À l'école, elle n'était pas la plus populaire, trop grande pour son âge, un peu gauche dans ses mouvements, elle se distinguait malgré elle. Les enfants la taquinaient sur sa taille, sur sa manière de marcher, parfois même sur sa réserve. Mais Nina ne se défendait pas par les mots. Elle avait cette façon de relever le menton, de planter son regard dans celui de l'autre, qui suffisait à arrêter les moqueries. C'était déjà, sans qu'elle le sache, un début de posture de mannequin. Elle trouvait refuge dans des activités solitaires, dessiner des silhouettes sur ses cahiers, feuilleter les rares magazines de mode qu'elle trouvait chez le coiffeur du quartier, rêver devant les photos de femmes au port altier, vêtues de créations extravagantes qu'aucune de ses camarades n'aurait osé imaginer porter. Pourtant, à la maison, parler de mode n'avait aucun sens. Ses parents voyaient ces images comme des distractions lointaines, sans utilité réelle. Ils rêvaient pour elle d'un métier sûr, peut-être infirmière ou institutrice, certainement pas une vie à courir les villes étrangères pour porter des vêtements hors de prix. Ces décalages entre ses envies naissantes et la réalité familiale forgea chez Nina une forme de double vie. À l'extérieur, elle respectait les règles, suivait les cours, aidait sa mère à la boulangerie le week-end. À l'intérieur, elle cultivait un monde parallèle, fait de podiums imaginaires, de flashs qui crépitent et de robes qui flottent comme des nuages. Personne, pas même ses amis les plus proches, ne savait à quel point ces images nourrissaient son esprit. L'adolescence accentua ce contraste. Sa silhouette s'allongeait encore, ses traits se durcirent, et ce que les enfants considéraient autrefois comme une bizarrerie commença à intriguer. Des inconnus dans la rue la fixaient plus longtemps qu'elle ne le souhaitait. Certains lui demandaient si elle faisait du mannequinat. Elle haussait les épaules, gênée, répondait toujours non, comme si admettre cet intérêt trahirait quelque chose de trop intime. Pourtant, derrière cette réserve, une énergie silencieuse grandissait. Elle n'avait jamais foulé un podium, mais elle savait marcher avec une rectitude naturelle, comme si chaque pas devait compter. Elle n'avait jamais pris de cours de pose, mais son corps trouvait instinctivement les lignes qui captent l'œil. Ce potentiel, encore invisible aux yeux de ses proches, était là, en attente, comme une étincelle sous la cendre. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'un hasard ou un destin bien écrit ne vienne fissurer la routine tranquille de cette petite ville et projeter Nina vers un univers où sa différence deviendrait son atout le plus puissant.
Le déclic ne vint pas d'une campagne soigneusement orchestrée, ni d'un casting organisé dans un grand hôtel parisien. Il prit la forme beaucoup plus brute d'un après-midi ordinaire, un de ces jours où rien ne semble devoir se produire et où, pourtant, tout bascule. Nina avait 17 ans. Ce samedi-là, elle accompagnait une année d'enfance à Paris pour assister à une exposition de photographie. Les rues étaient pleines de touristes, l'air portait cette odeur de marron chaud qui donne à l'hiver parisien un parfum presque cinématographique. Elle n'aimait pas particulièrement se retrouver au milieu des foules, mais ce jour-là, quelque chose dans l'atmosphère semblait moins pesant. Elle venait à peine de quitter la station de métro Saint-Germain-des-Prés lorsqu'une femme, élégante mais pressée, leur barra le chemin. D'un œil exercé, elle détailla Nina de haut en bas, sans un mot au début, comme on évalue un tableau rare. Puis elle demanda, avec un sourire à demi contenu, « Tu as déjà pensé à faire du mannequinat ?» Nina eut un mouvement de recul. Cette question, elle l'avait déjà entendue de la part d'inconnus. Mais cette fois, le ton et la carte de visite tendue changeaient tout. La femme se présenta. Elle travaillait pour une agence parisienne, l'une de celles dont les noms circulent dans les coulisses des défilés de haute couture. Au départ, Nina pensa à une arnaque, mais son amie, plus enthousiaste, insista pour qu'elle prenne rendez-vous. De retour chez elle, elle montra la carte à ses parents. Son père fronça les sourcils, méfiant. Sa mère, quant à elle, oscillait entre la peur et la curiosité. « Ce monde-là, ce n'est pas pour nous, dit-elle, mais sans retirer la carte des mains de sa fille. » Pendant plusieurs jours, Nina hésita. Elle n'avait aucune expérience, aucune idée de ce que signifiait réellement être mannequin. Mais cette femme à Paris avait parlé avec une assurance qui lui trottait dans la tête. La semaine suivante, elle prit le train pour la capitale, seule, vêtue d'un jean noir et d'un pull gris. Pas de maquillage, les cheveux attachés à la va-vite. Dans les locaux de l'agence, on la fit patienter dans une salle blanche aux murs tapissés de polaroïdes. Les visages alignés semblaient tous plus parfaits les uns que les autres. Quand enfin on l'appela, un photographe lui demanda de se tenir droite, de regarder l'objectif et de ne rien faire. Ce fut déconcertant. Pas de sourire, pas de pose étudiée, seulement elle, son corps et la lumière crue. Quelques jours plus tard, l'agence la rappela. Elle était acceptée. Mieux, une maison de couture cherchait un nouveau visage pour sa prochaine collection. Le nom qui suivit fait battre son cœur, Louis Vuitton. Mais la joie se mêlait à la peur. Accepter signifiait plonger dans un univers qu'elle ne connaissait pas, affronter la critique et surtout quitter le cocon protecteur de sa ville natale. Son premier rendez-vous avec l'équipe de la maison eut lieu dans un immense showroom où les tissus précieux s'empilaient comme des trésors. Le directeur artistique, d'un regard acéré, tourna autour d'elle, ajusta un col, tira légèrement sur une manche, puis elle déclara « Elle a quelque chose, ce calme, cette force ». En moins d'une heure, elle signa un contrat d'exclusivité pour la saison. Les premières semaines furent un tourbillon. Essayages interminables, répétitions dans des studios glacés, réunions avec des stylistes qui parlaient à demi-mot. Elle observait tout, absorbait les codes, mais refusait de se modeler entièrement sur ce qu'on attendait d'elle. Là où certaines cherchaient à plaire, elle imposait une neutralité presque insolente, ce masque froid qui deviendrait sa marque. Le soir de son premier défilé pour Louis Vuitton, dans le cadre majestueux du Louvre, elle sentit ses mains trembler en coulisses. Mais dès que ses talons frappèrent la passerelle, la nervosité s'évapora. La salle, saturée de lumière et de regards, sembla se dissoudre autour d'elle. Seul comptait ce rythme qu'elle maîtrisait parfaitement, cette sensation que chaque pas inscrivait son nom un peu plus dans l'histoire silencieuse du podium. Quand elle quitta la scène, le directeur artistique lui adressa un signe discret, presque imperceptible, mais lourd de sens. Elle avait été à la hauteur. Ce soir-là, en rentrant dans sa chambre d'hôtel, Nina sut que rien ne serait plus comme avant. Le hasard avait ouvert la porte, mais c'était sa manière de franchir le seuil qui scellerait son destin. Si le premier défilé pour Louis Vuitton avait marqué son entrée, ce qui suivit allait transformer Nina Marker en un nom chuchoté avec admiration dans les coulisses et écrit en lettres nettes dans les calendriers de la mode. L'exclusivité signée avec la maison l'éleva instantanément au rang de muse discrète mais indispensable. Les mois qui suivirent furent un enchaînement d'images gravées dans sa mémoire, la sensation du velours glissant sur sa peau lors des essayages, le parfum entêtant des studios de couture et surtout cette lumière blanche qui l'accueillait au début de chaque passerelle. Paris, New York, Milan, Londres, les saisons devinrent des cartes postales vivantes. Sa démarche, précise et dépouillée d'artifice, devint un repère.
Dans un monde saturé de visages cherchant à séduire, elle offrait une présence qui imposait le silence. Les critiques parlaient de minimalisme magnétique. Les photographes louaient sa capacité à donner à chaque tenue une aura de mystère, comme si elle venait d'un endroit où la mode était une religion. Les collaborations se multiplièrent. Nicolas Ghesquière, directeur artistique de Louis Vuitton, disait d'elle qu'elle ne jouait pas la mode, elle l'incarnait. Chez Balenciaga, elle adopta un pas plus dur, presque mécanique, adapté à l'architecture futuriste des silhouettes. Chez Dior, elle se transforma en héroïne romantique, drapée dans des tulles aériens. Sa capacité à se fondre dans l'univers de chaque créateur, sans jamais perdre cette froideur élégante, devint sa signature la plus recherchée. Mais ce qui fit basculer sa carrière dans une autre dimension fut la couverture de Vogue Paris de mars 2024. La photo, prise à contre-jour, montrait Nina, les cheveux plaqués en arrière, un regard qui traversait l'objectif et une robe haute couture coupée comme une armure. La une titrait « Le futur a un visage ». L'impact fut immédiat. Les invitations pour les campagnes de parfums, les joailliers, les marques de luxe affluèrent. Elle fut choisie pour représenter un parfum de Louis Vuitton, campagne tournée dans un désert marocain, où son visage austère contrastait avec la chaleur étouffante du décor. À la Fashion Week de Paris 2025, elle ouvrit le show Vuitton dans une robe structurée couleur d'ardoise, devant un public où se mêlaient des célébrités, journalistes et acheteurs internationaux. Le silence qui précédait son entrée était presque religieux. Lorsque ses talons claquèrent sur le sol brillant, on eut l'impression qu'elle scellait un pacte invisible avec l'audience. Ici, on ne verrait pas un sourire, mais on ressentirait chaque fibre de la création. Sa discipline en coulisses devint légendaire. Alors que certaines mannequins riaient ou filmaient pour les réseaux sociaux, Nina restait en retrait, concentrée, presque immobile, comme si chaque instant avant le podium faisait partie de la performance. Les jeunes modèles venaient lui demander conseil, fascinés par sa manière d'occuper l'espace. Elle répondait peu, mais observait beaucoup, laissant comprendre que pour elle, le vrai pouvoir se trouve dans la maîtrise de soi. Les maisons commencèrent à lui confier les ouvertures et fermetures de shows, ces moments les plus stratégiques où l'impact visuel est décisif. Chez Saint-Laurent, elle clôtura la collection dans un smoking noir, avançant sous une pluie artificielle, chaque goutte captant la lumière des projecteurs. Chez Chanel, elle ouvrit le défilé métier d'art, vêtue d'un tailleur blanc-perle, le pas mesuré, le regard perdu dans un horizon invisible. Cette période de grâce fut également celle où Nina devint, sans le rechercher, une référence sur les réseaux sociaux. Les vidéos de ses passages cumulaient des millions de vues. Les internautes disséquaient sa démarche, la manière dont ses épaules restaient immobiles, le tempo exact de ses pas. Des hashtags à son nom fleurirent, souvent accompagnés de commentaires admiratifs. Elle n'a pas besoin de sourire pour captiver, glaciale et sublime. Pourtant, derrière cette ascension fulgurante, elle veillait à garder les pieds sur terre. Chaque retour dans sa ville natale lui rappelait d'où elle venait. Elle retrouvait ses parents, s'asseyait dans la cuisine où l'odeur du café n'avait pas changé. Mais même là, elle portait cette aura nouvelle, ce quelque chose d'indéfinissable que le succès dépose sur les épaules. En moins de 2 ans, Nina Marker avait franchi toutes les étapes que d'autres mettent une décennie à gravir. Et pourtant, à observer ses yeux, on comprenait que ce sommet n'était pas un aboutissement pour elle, mais une étape dans un chemin qu'elle semblait tracer seule, loin des compromis faciles. Ce qui distinguait Nina Marker de la multitude de visages qui défilaient chaque saison n'était pas seulement son allure froide et maîtrisée, c'était sa capacité à dire non là où tant d'autres disaient oui par peur de disparaître. Dans un univers où chaque opportunité semble être une marche vers la gloire, elle choisissait ses pas avec une sélectivité presque dérangeante pour certains agents. Dès le début, elle refusa des contrats qui auraient pu lui rapporter des sommes confortables, mais exigeait qu'elle incarne une image sexualisée qu'elle jugeait incompatible avec son style. « Si une robe a besoin que je me dénude pour exister, alors ce n'est pas une robe pour moi », déclara-t-elle un jour à un journaliste, provoquant autant d'admiration que de crispation. Ce refus de céder à la facilité ne se limitait pas aux vêtements. Lorsqu'une célèbre marque de fast fashion tenta de la recruter pour une campagne mondiale, elle déclina après avoir appris que leurs usines exploitaient une main-d'œuvre sous-payée. Ses détracteurs l'accusèrent d'arrogance, affirmant qu'elle pouvait se permettre ces refus grâce à son statut d'exclusif Louis Vuitton. Mais Nina, elle, ne voyait pas ces décisions comme un luxe. Pour elle, c'était la seule façon de préserver l'intégrité qui donnait du sens à sa carrière. Sur les podiums, cette attitude se traduisait par une présence presque théâtrale dans son minimalisme. Elle ne cherchait pas à vendre une robe en multipliant les mimiques ou les poses exagérées.
Elle imposait le vêtement par la force tranquille de son port, comme si elle le sanctifiait. Certains créateurs racontaient qu'en essayage, elle pouvait rester immobile pendant plusieurs minutes, ajustant seulement une épaule ou l'angle de son menton jusqu'à ce que l'harmonie soit parfaite. Ce perfectionnisme, pourtant, n'allait pas sans friction. Lors d'un défilé à Milan, un directeur de casting lui demanda de sourire plus pour correspondre à l'ambiance joyeuse de la collection. Elle refusa net. « Si vous vouliez un sourire, il fallait choisir quelqu'un d'autre », répondit-elle calmement. Le lendemain, les photos du show montraient qu'elle avait raison. Au milieu des visages enjoués, sa neutralité sculpturale créait un contraste saisissant, donnant au look qu'elle portait une gravité inattendue. En dehors des podiums, Nina se fit aussi remarquer pour son absence volontaire des soirées mondaines, qui alimentent d'ordinaire la visibilité des mannequins. Pas de clichés volés en robe de gala à la sortie d'un club, pas d'interview improvisée sur un tapis rouge. Ces rares apparitions publiques en dehors du travail étaient soigneusement choisies. Expositions d'art contemporain, événements caritatifs pour la défense des droits des femmes ou encore conférences sur la durabilité dans la mode. Elle se savait observer et utiliser cette attention avec parcimonie. Cette posture attira l'attention d'un cercle plus restreint mais influent dans l'industrie, les créateurs et maisons qui cherchaient non pas une égérie interchangeable, mais un visage capable d'incarner une vision. Elle devint ainsi la muse ponctuelle d'artistes visuels, posa pour des séries où la mode se mêlait à la performance et participa à des projets où son image servait de manifeste. Une série particulièrement marquante, intitulée Silence Couture, la montrait évoluant dans des décors industriels désaffectés, vêtus de pièces sculpturales sans aucun artifice numérique. Le message était clair, le vêtement, le corps et rien d'autre. Mais c'est peut-être dans ses prises de parole que Nina s'écarta le plus des codes. Lors d'une interview accordée à Le Monde, elle dénonça la pression exercée sur les jeunes mannequins pour qu'elles modifient leur corps, rappelant qu'elle-même avait été poussée à adoucir certains traits jugés trop durs. Elle refusa. « Si mon visage raconte une histoire, pourquoi voudrais-je l'effacer ?» Cette déclaration fit le tour des réseaux sociaux, déclenchant un débat sur les normes esthétiques imposées par l'industrie. Ce mélange d'intransigeance éthique et de charisme visuel fit d'elle une paradoxe vivante, une mannequin très demandée mais insaisissable, présente sur les podiums les plus prestigieux mais absente des mécanismes promotionnels traditionnels. Pour les jeunes femmes qui la suivaient, elle devint un modèle d'indépendance, prouvant qu'on pouvait atteindre le sommet sans céder sur ses valeurs. En 2025, lors d'un panel à Paris Fashion Week, consacré à la place des femmes dans la mode, elle résuma ainsi sa philosophie. Être mannequin ne consiste pas seulement à porter des vêtements, c'est choisir ce que l'on incarne, et parfois ce que l'on refuse d'incarner est plus important que tout le reste. Ces mots prononcés sans emphase résonnèrent comme une déclaration d'intention. Dans une industrie construite sur l'image, Nina Marker avait fait de son intégrité la pièce maîtresse de sa garde-robe invisible. En 2026, alors que tout semblait lui sourire, la trajectoire de Nina Marker prit un tournant brutal. Lors d'un shooting pour une grande maison italienne organisée dans un entrepôt glacé à la périphérie de Milan, elle glissa en descendant d'un podium improvisé. La chute provoqua une entorse sévère, avec micro-fracture à la cheville. Les médecins parlèrent de 3 mois d'arrêt minimum, un vide immense dans un métier où chaque saison est décisive. Cette pause forcée coïncida avec la propagation, sur les réseaux sociaux, d'images volées prises en coulisses. On y voyait Nina, assise, seule, le visage caché dans ses mains. Rapidement, les légendes inventées parlèrent de caprice, de tension avec des stylistes ou de burn-out. Fidèle à son caractère discret, elle ne démentit pas, laissant les rumeurs se propager. Ce silence, autrefois perçu comme un signe de force, fut cette fois interprété comme une confirmation. Quelques semaines plus tard, un tabloïd affirma sans preuve qu'elle avait rompu un contrat de campagne à plusieurs millions d'euros. La marque concernée démentit timidement, mais le mal était fait. Les invitations se firent plus rares et, dans les coulisses, son nom commença à disparaître des listings. Nina choisit alors de se retirer complètement. Retour dans sa ville natale, longue promenade solitaire, absence totale des événements mondains. Sa cheville, bien que guérie, gardait une légère raideur qui compliquait la perfection de sa démarche. Pour un œil profane, rien n'avait changé. Mais dans l'univers impitoyable des podiums, ce détail suffisait à peser lourd. À la Fashion Week suivante, son absence passa presque inaperçue, remplacée par l'enthousiasme pour de nouveaux visages. Pourtant, dans la mémoire de ceux qui avaient vu son regard trancher la lumière d'un défilé,
Nina Marker restait ce fantôme élégant qui, par un simple pas, impose. Aujourd'hui, Nina Marker ne foule plus les podiums, mais son ombre plane encore sur les coulisses. Sa disparition soudaine a laissé un vide étrange, celui que créent les figures qui ne se sont jamais entièrement livrées. Les jeunes mannequins parlent encore de sa discipline, de ce calme tranchant qui semblait arrêter le temps, et certains stylistes gardent précieusement ces polaroïdes comme des talismans d'une époque où l'élégance ne se mesurait pas en likes. Son héritage tient moins aux campagnes ou aux couvertures accumulées qu'à la manière dont elle a redéfini le pouvoir du refus. Dans un métier bâti sur la complaisance, elle a prouvé qu'une carrière pouvait se construire sur des choix assumés, même au prix de portes fermées. Cette posture lui a valu des admirateurs fidèles et des détracteurs bruyants, mais surtout elle a offert un exemple rare, celui d'une femme qui n'a jamais laissé l'industrie dicter entièrement qui elle devait être. Les images d'elle, robes structurées, regard fixe, démarche implacable, circulent toujours, devenant presque intemporelles. Pour certains, elles incarnent un âge d'or récent, pour d'autres, elles sont la preuve que le mystère a encore sa place dans une mode surexposée. Alors qu'on s'interroge sur un éventuel retour, Nina laisse planer le doute, fidèle à cette aura qu'elle a patiemment construite. Peut-être qu'elle ne reviendra jamais, ou peut-être qu'un jour, au détour d'un défilé, la salle se taira à nouveau, et qu'un pas, parfaitement mesuré, annoncera que Nina Marker n'avait jamais vraiment quitté la scène. La question reste ouverte, et c'est peut-être ainsi qu'elle veut qu'on se souvienne d'elle.